Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on va parler des immanquables sorties entre janvier et février. Ce sont des lectures que j'ai beaucoup appréciées et que j'estime être des titres qui pourraient vous plaire, l'un ou plusieurs titres qui pourraient vous plaire. Et la petite subtilité dans cette vidéo, c'est qu'on va parler d'un titre à chaque fois par maison d'édition. Alors attention cependant, je vais apporter une petite nuance avant de commencer. Il s'agit de titres pour lesquels j'ai apprécié mes lectures, qui frôlent le coup de cœur, mais qui ne sont pas encore des coups de cœur pour cette année 2025. Et d'ailleurs, sachez que dans 2 semaines, une vidéo sortira sur mes premiers coups de cœur de l'année 2025. Bref, trêve de bavardage, je vous propose tout de suite de commencer avec le premier titre, qui n'est pas un comics, mais qui est une BD franco-belge, scénarisée et dessinée par le duo d'auteurs et de dessinateurs de RIP, une BD que j'avais beaucoup appréciée en 6 tomes et dont je vous avais parlé juste ici. Il s'agit de Gaetz et de Monnier, une BD sortie aux éditions Petit à Petit. Il s'agit de Fanman, l'homme au ventilo, une BD adaptée du roman de William Konzinkel que je n'ai absolument pas lu. Alors Fanman, qu'est-ce que ça nous raconte? Eh bien ça nous raconte l'histoire de Horst Bat-Ortiz, le personnage que vous voyez juste ici, qui squatte un appartement dans lequel il entasse des monceaux d'objets inutiles et des tas d'ordures. Et ce personnage qui vit seul dans sa turne, comme il l'appelle, eh bien va tout simplement nous promener de Greenwich Village à Chinatown pour aller chanter dans des ventilateurs à s'en faire frissonner les tympans, pour la répétition de la chorale de l'amour. Un récit qui va nous emmener, nous promener, nous faire kiffer dans une réjouissante ode à la liberté et au plaisir de l'errance. On est sur un récit qui est un récit très tranche de vie, qui se passe sur 1 voire 2 peut-être journées. Un récit qui va nous emmener dans le quotidien de Horst Bat-Ortiz, un mec complètement déjanté, complètement déluré, complètement fun, mais que j'ai beaucoup apprécié. Un personnage capable de s'habiller avec un pantalon à carreaux jaunes, une chemise dont il manque une manche, et en guise de cravate, un serpent en plastique. Et tout cela parce que son style, il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre de son style, mais il en a également rien à foutre de tout ce que pensent les gens. Et c'est notamment avec beaucoup de stupéfaction que j'ai commencé à apprécier ce personnage qui est finalement plutôt cynique en réalité et qui sort totalement des codes que l'on pourrait connaître ou que l'on pourrait s'imposer en société. Un récit plutôt joyeux, plutôt lumineux, qui est très verbeux parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Et s'il y a beaucoup de choses à raconter, il y a aussi beaucoup de choses à regarder, à voir. On est dans un récit qui fourmille de détails. Regardez-moi l'arrière des planches. On a plein d'objets tout le temps partout. Et si on doit faire la comparaison avec RIP de Julien et de Gaetz, eh bien RIP était un récit plutôt minimaliste qui n'avait pas autant de détails. Et là, vraiment, ça fourmille totalement de détails. Et visuellement, c'est une vraie claque. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que ça fourmille de détails, mais j'ai également beaucoup aimé parce que moi qui connais RIP, eh bien, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai step-up de la part de Julien Monnier. Il y avait vraiment une différence dans les personnages et à aucun moment je me suis dit, tiens, c'est marrant, les personnages ressemblent aux personnages de RIP et ça, c'est quelque chose de très appréciable. Également, dans le ton et dans la narration de l'histoire, j'ai trouvé que c'était également totalement différent. On est sur un récit qui va nous apporter beaucoup de fun, beaucoup de good vibe à la lecture. On est sur un récit lumineux, parfois irrévérencieux, et on a l'impression de lire du RIP sous LSD. Mais c'est un récit, malgré tout, très lumineux et qui est très coloré également. Ce qui était un peu moins le cas de RIP, mais c'est normal puisque RIP était un polar assez noir, on va pas se mentir, et qui s'adressait vraiment à un public de niche. Bref, tout ça pour vous dire que Fanman, l'homme au ventilo, est un récit que j'ai beaucoup apprécié, de par sa narration, de par ses dessins, de par ses thématiques, qui va nous parler de matérialisme, d'immatérialisme, puisque notre ami Horst va collectionner tout ce qu'il trouve
et finalement il s'en servira jamais ou presque jamais. C'est absolument génial de le voir d'ailleurs déambuler dans sa turne comme il l'appelle et de ne pas arriver à trouver le lavabo. J'ai trouvé ça absolument génialissime. Et j'ai vraiment rigolé à la lecture de ce récit qui est une vraie bouffée d'air frais, honnêtement. C'est une véritable bouffée d'air frais et c'est très cool de plonger dans le quotidien et dans les pensées de Horst Batortiz, qui est un mec qui se fout de tout et qui vit simplement. Et ça, c'est génial. Fanman, c'est vraiment le récit que vous avez envie de lire après une mauvaise journée et qui va vous redonner le sourire. Voilà, je peux pas vous en dire plus, mais j'ai kiffé. Le deuxième titre dont on va parler n'est autre que le quatrième titre du catalogue de Bad ID, sorti chez Bliss Éditions. Il s'agit de L'Île aux Orques, scénarisé par Joshua Dysart, dessiné par Alberto Ponticelli, et aux couleurs, un homme qu'on ne présente plus, Matt Hollingsworth. Un récit qui va nous raconter l'histoire d'un demi-elfe, Serin, fils de Sion, qui vit de rapine dans les bas-fonds de sa cité. Il va prendre tous les risques pour ramasser un petit peu d'argent et se nourrir, et surtout il va être engagé suite à une démonstration de force et de courage pour une expédition, un aller-retour sur l'île des Orques. Et pourquoi un aller-retour sur l'île des Orques? Eh bien tout simplement parce que les hauts patriarches collectionnent les crânes d'orques qui ont une valeur marchande très élevée. Il s'agit donc d'une expédition pour Lapin du Gain, comme vous le voyez ici, les crânes d'orques. C'est un récit qui va raconter beaucoup de choses et qui n'est pas du tout lumineux, contrairement à Fanman. Un récit qui va nous plonger dans la crasse, dans la désolation, dans le désespoir, dans les bas-fonds d'une cité où tous les habitants sont méprisés par les hauts patriarches qui ne sont attirés que par l'argent, la bouffe, le sexe et tutti quanti. Et finalement, ce récit n'est presque qu'un reflet de notre société, malheureusement. C'est un récit qui va nous parler de guerre, qui va nous parler d'argent, qui va nous parler d'être élevé à un certain rang, non pas parce qu'on le mérite ou parce qu'on a travaillé, mais parce que, eh bien, on a des origines spécifiques ou on a un titre à la naissance. C'est un récit également qui va nous questionner sur le fait de qui est le gentil et qui est le méchant. Et ce voyage sur l'île des Orques, notamment, va être un voyage plutôt bénéfique pour notre ami Serin, fils de Sion, qui va se questionner sur son monde, sur son avenir et également sur son passé. Un récit bourré de détails, qui fourmille de détails vraiment. Regardez-moi ces planches absolument génialissimes, très colorées malgré le ton de l'histoire et ses thématiques. Un récit dont je ne suis pas certain que tous les dessins vous plaisent, mais personnellement, moi j'ai beaucoup apprécié les dessins qui, je trouve, collent parfaitement au ton et au scénario de l'histoire, histoire qui a quand même un côté très fantastique. J'ai passé un excellent moment devant L'Île aux Orques, honnêtement, j'ai adoré cette lecture, avec, regardez, des petites références un peu partout, ici notamment une petite référence au Seigneur des Anneaux. On a des références aux différents récits pirates. Regardez-moi ces couleurs absolument magnifiques de Matt Hollingsworth. On a tout ce qu'on peut aimer d'un récit fantastique, à savoir des elfes, des orques, des dragons et des guerres entre différents peuples. Bref, j'ai adoré ma lecture. Si vous avez aimé L'Œil d'Odin, par exemple, chez Bad ID, eh ben, on est un peu dans la même lignée, sauf que cette fois, on n'est pas sur le côté mythologie, mais on est plutôt sur le côté fantastique et heroic fantasy. Et honnêtement, c'est un très bon titre. Le troisième récit dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui est le deuxième titre du catalogue Distillery sorti chez Delcourt. Il s'agit de Gone, scénarisé et dessiné par Joke. Joke, un dessinateur que j'ai beaucoup apprécié précédemment sur d'autres titres comme The Witches, qui a un trait très particulier et cette fois qui se met aux manettes d'un récit. Un récit qui va nous raconter l'histoire d'Abby, un personnage qui, comme notre personnage Serin, fils de Sion dans L'Île aux Orques, est un personnage qui est un peu au bas de l'échelle dans notre société et qui va devoir vivre de petits larcins pour se nourrir et pour nourrir sa maman
qui est enceinte et qui s'affaiblit au fur et à mesure du temps, ce qui est normal hein, puisqu'elle est enceinte et que eh bien, la grossesse lui prend pas mal d'énergie. Et pour essayer, tenter de vivre et de survivre dans cette société, notre cher Abby va s'amuser à piller des vaisseaux spatials avec ses amis, sauf que pas de chance, à un moment, l'un des vaisseaux qu'elle va tenter de piller va tout simplement décoller avec Abby à son bord. Forcément, Abby n'étant pas à sa place, et tout ce qui n'est pas à sa place dans ce vaisseau est donc considéré comme une menace, et elle va donc être poursuivie tout au long de l'histoire pour être arrêtée, puisqu'elle va être considérée comme une saboteuse, puisqu'il faut savoir que dans ce récit de science-fiction, il existe différents groupes de personnages, et notamment un groupe qui s'appelle les saboteurs, et qui, comme son nom l'indique, sabote les vaisseaux spatiaux, je ne sais plus. Bref, un récit de science-fiction plutôt mature, avec de très très jolis dessins, avec de très très jolies couleurs, qui va nous plonger au cœur de l'espace et qui honnêtement m'a beaucoup plu malgré quelques défauts quand même, il faut le savoir. Première chose que j'ai beaucoup apprécié dans ce récit, c'est notamment les visuels qui ne font aucun doute sur le fait qu'on soit sur un récit de science-fiction qui vont nous plonger au cœur de l'espace, il n'y a pas à en douter. J'aime beaucoup tous les détails qui fourmillent sur les planches et j'aime beaucoup les couleurs qui se marient entre elles. Et le récit est bien fait par Joke et nous offre des visuels absolument époustouflants, comme cette double planche qui m'a fait littéralement kiffer alors que je ne suis pas spécialement fan de science-fiction et encore moins de space opéra. Autant vous le dire, c'est que c'est plutôt génialissime. Ce que j'ai beaucoup aimé également dans le récit, c'est qu'on a une véritable vibe qui m'a beaucoup fait penser à Alien typiquement. Et étant un énorme fan de la licence Alien, autant vous dire que j'ai pris mon pied encore une fois sur les visuels et sur l'ambiance du récit, puisqu'on est sur une ambiance quand même assez oppressante, on va pas se mentir. Regardez-moi ces planches comme elles sont absolument sublimes. Non mais vraiment, je trouve que le travail fait par Joke est absolument superbe. Il a dû mettre des plombes à faire ce récit. Regardez-moi encore une fois cette planche, absolument magnifique. Ouais, non, c'est trop beau, c'est trop beau. Regardez, je vous montre une dernière planche quand même pour vous montrer qu'on a bien une vibe un peu à la Alien quand même. C'est absolument génialissime. Et je pense qu'entre le scénario et les dessins, Joke a dû mettre des plombes à finir son récit. Bref, vous l'aurez compris, j'ai aimé les dessins de ce récit, j'ai aimé l'ambiance du récit, très oppressante, j'ai aimé le personnage principal d'Abby, qui est un personnage qui va vivre de ses petits larcins pour tenter finalement de survivre et de subvenir aux besoins de sa maman qui est enceinte et qui attend donc un second enfant et qui malheureusement eh bien, s'affaiblit au fur et à mesure et on sent bien que l'argent et la nourriture manquent à la maison. Donc Abby, c'est un personnage qui est hyper touchant parce qu'elle n'est pas malsaine, elle n'est pas méchante et elle tente juste comme elle peut de subvenir aux besoins de sa famille, ce que je trouve honorable. Là où pour moi le récit n'est pas totalement parfait, c'est que au-delà du fait qu'on soit sur un récit mature, ça vous l'aurez compris, le rythme va un petit peu trop vite à mon goût. Le lecteur n'a jamais le temps de souffler et ça pose un premier problème, notamment puisque il faut savoir qu'à un moment j'ai été assez choqué par une scène, j'en ai parlé avec quelqu'un sur Instagram, mais Abby, elle est blessée à un œil et d'un chapitre, d'une page à un autre, Abby va devenir aveugle d'un œil. Et très honnêtement, en passant de cette page où Abby a ses deux yeux à cette double page où on y voit un gaz rose et la page d'après où on voit Abby à qui eh bien, il manque une pupille, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Et en fait, il faut savoir que l'explication, elle est là, dans les petits textes, dans les petites bulles que vous voyez, et j'avais totalement loupé l'information parce que j'étais pris dans le rythme du récit. Deuxième point qui est toujours en lien avec le rythme du récit selon moi, eh bien c'est tout simplement la fin. La fin, selon moi, arrive beaucoup trop vite et on est sur un récit qui n'est pas totalement abouti.
À mon sens, il manque 1 ou 2 chapitres pour correctement développer toute l'histoire et arriver à un récit qui est parfait. Bon, pour autant, le récit est loin d'être mauvais. J'ai passé un excellent moment dessus. Les dessins, comme vous l'avez vu, sont magnifiques. Et je vous recommande quand même d'aller sur Gone parce que franchement, que ce soit les dessins, le récit ou même la qualité du bouquin, eh bien, vous ne serez pas déçus. Le 4e récit dont je vais vous parler n'est autre qu'Anzuelo, sorti chez 404 Graphiques, qui nous raconte l'histoire de 3 enfants ayant survécu à la Grande Marée. La Grande Marée, qu'est-ce que c'est? C'est notamment le fait que l'eau soit montée très très haut, le niveau de la mer soit monté très très haut, au point qu'elle recouvre de nombreuses villes et de nombreux villages, qu'elle tue de nombreuses personnes et qu'il y ait très peu de survivants sur Terre. Et dans cette histoire, on va suivre 3 enfants qui ont notamment subi des changements physiques et mentaux suite à la Grande Marée et qui vont être désireux de ne plus nuire à autrui et notamment aux êtres vivants. Et c'est un récit qui m'a choqué, stupéfait, qui m'a coupé le souffle, notamment que ce soit dans sa proposition scénaristique que dans sa proposition graphique. Alors pourquoi dans sa proposition graphique? Parce qu'on est sur un récit post-apocalyptique qui nous propose des dessins dont on n'a absolument pas l'habitude. On est sur un récit avec une espèce de peinture à l'eau, avec des couleurs chatoyantes pour la plupart, quand il faut que les couleurs soient chatoyantes, ou des couleurs un petit peu plus froides quand il est nécessaire de montrer la froideur des fonds marins, par exemple, ou un danger. Des dessins qui, malgré tout ce que vous pouvez voir, eh bien, nous font comprendre tout ce qu'on a besoin de comprendre, et qui sont absolument magnifiques et qui, je trouve, ont une inspiration des plus beaux contes et je trouve qu'il y a une certaine inspiration à la culture asiatique notamment. Regardez-moi cette planche qui est absolument magnifique et qui nous montre des enfants autour d'un feu. C'est magnifique. Je ne peux pas dire plus que c'est magnifique, parce qu'honnêtement, ça l'est. Et scénaristiquement parlant, pourquoi ce récit m'a choqué? Eh bien, tout simplement parce qu'on est sur un récit post-apocalyptique qui va être une réponse au roman Le Roi des Mouches. Alors, si vous ne connaissez pas le roman du Roi des Mouches, c'est un récit dans lequel on va suivre un loupard qui eh bien, va répondre à tous ses besoins et à tous ses instincts les plus primaires, faisant fi justement de violence, d'horribles actes, d'horribles mots. Et là, c'est tout le contraire. Et j'ai l'impression qu'en plus d'être une réponse au Roi des Mouches, que Anzuelo, eh bien, il prend totalement à contre-pied tous les récits post-apocalyptiques, comme Walking Dead par exemple, où justement la violence est bien présente, où l'être humain va se déchirer et où l'homme va être un loup pour l'homme. Ici, c'est tout le contraire. Ici, malgré le fait de devoir survivre, on ne va pas chasser, on ne va pas tuer d'animaux pour se nourrir. C'est absolument fantastique, c'est absolument génial. Anzuelo, c'est un récit qui m'a beaucoup touché dans sa narration, dans ses graphismes. C'est un récit qui n'est pas silencieux, en tout cas pas totalement, mais qui n'est pas très verbeux. Et malgré le fait qu'il y ait peu de bulles de parole, regardez-moi cette double page. Et encore une fois, ça montre à quel point Anzuelo n'a pas besoin de parler pour nous raconter des choses. Et bien pourtant, c'est un récit qui va parler de beaucoup de choses, de beaucoup de thématiques, qui va nous en montrer plus sur la possibilité de créer des récits post-apocalyptiques avec des personnages qui plus est qui se découvrent de nouveaux pouvoirs entre parenthèses, puisqu'on a notamment un enfant qui va avoir des branchies, un autre enfant qui va pouvoir, je crois, communiquer avec les animaux. Bref, tout ça pour vous dire qu'Anzuelo, c'est un récit qui m'a beaucoup touché, qui m'a énormément touché, qui m'a mis une pointe d'émotion à la lecture, et j'en suis ressorti avec le sourire, et j'ai passé un agréable moment. J'ai adoré Au-dedans en 2024, à tel point que ce récit, dans mon top comics 2024, je suis à ça. Honnêtement, je suis à ça du coup de cœur avec Anzuelo, et malheureusement, je ne saurais pas expliquer ce qui fait que ça n'a pas autant matché qu'avec Au-dedans, mais pourtant, c'est un récit absolument fabuleux que je ne peux que vous conseiller, et tout comme je parlais de Gone et de l'objet livre, je ne peux pas
Ne pas parler de l'objet livre qu'est Anzuelo. Et encore une fois, notre cher ami Nicolas Beaujoin de 404 Graphiques nous montre qu'il est un amoureux des beaux livres. Et c'est un récit que je vais relire prochainement parce qu'il y a forcément un double message à l'intérieur. Et je veux tenter de pouvoir border tous les messages, toutes les thématiques, tous les dialogues qu'il y a à l'intérieur et essayer de comprendre, voir si je ne suis pas passé à côté de quelque chose et de le mettre ou non dans mon top comics 2025. Le cinquième récit dont j'ai envie de vous parler n'est autre que le dernier titre sorti chez iComics. Il s'agit de Post Americana, un récit qui va nous raconter l'histoire d'une Amérique qui a été frappée par la Grande Mort, et à la surface, les survivants ont subsisté dans les ruines d'une nation dépravée et morcelée, laissée en proie aux cannibales et aux sanguinaires. Et dans ce récit, on va croiser notamment plusieurs groupes qui ont un point commun, puisqu'ils vont notamment être dérangés par ces deux personnes qui sont assoiffées de vengeance. Alors attention, quand je parle d'être assoiffé de vengeance, je ne parle pas du même type de vengeance que dans le livre Kali, que je n'avais pas forcément apprécié. Et pour être tout à fait sincère, et puis pour le petit jeu de mots, sachez que Post Americana est beaucoup plus Kali, que ce soit par son format, son scénario. Donc autant vous le dire, préférez Post Americana à Kali. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup aimé ce récit qui nous présente plusieurs groupes de personnages, dont un groupe qui réunit l'élite de l'Amérique, avec un homme qui s'est notamment autoproclamé le président des États-Unis. Rien que ça, monseigneur, et qui, malheureusement, lors de son discours, va subir un sabotage, pendant lequel les terroristes qui sont là vont voler un avion. Et cet avion, malheureusement, va être touché, et il va devoir atterrir d'urgence dans une communauté de tarés et de cannibales, pardon, et en racontant son histoire, il va attirer la curiosité de cette femme qui recherche la personne qui a décimé sa communauté, puisque dans sa communauté notamment il y avait sa maman, tout simplement. Et j'ai beaucoup apprécié ce récit de par son rythme, de par sa narration et de par les thématiques qui sont des thématiques que l'on retrouve dans de nombreux récits post-apocalyptiques, à savoir le fait que les êtres humains ne savent pas vivre entre eux, le fait que l'homme est un loup pour l'homme, que c'est sa gueule avant celle des autres, mais ça va nous parler aussi de beaucoup de choses, comme le capitalisme notamment, et ça va nous décrire une société qui est presque une réponse d'une certaine manière à l'ère trumpiste, avec beaucoup de cynisme, beaucoup de violence et d'ironie, et qui nous livre quand même vraiment une vision de l'avenir assez morose, hein, on va pas se mentir, où la guerre est énormément présente. C'est un récit que j'ai beaucoup apprécié pour son scénario et sa narration et son scénario qui ressemble énormément à ce que pourrait pondre notamment Garth Ennis dans les comics. Vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, je ne suis pas spécialement fan de ce que peut raconter Garth Ennis dans un récit, parce que souvent Garth Ennis, comme ce récit, c'est irrévérencieux, mais en plus d'être irrévérencieux, Garth Ennis, c'est surtout très vulgaire. C'est vulgaire et souvent pour pas grand chose. Et là, justement, je trouve qu'avec Post Americana, ça fonctionne parce que ce n'est pas vulgaire pour rien. En fait, c'est souvent justifié par une situation ou éventuellement pour apporter une petite dose d'humour, mais ce n'est pas tout au long du récit et finalement, on dégueule pas la vulgarité à la fin de la lecture et ça, je l'ai énormément apprécié. J'ai apprécié aussi le fait que finalement, dans le récit, le scénario, la thématique principale, c'est de chercher à reconstruire l'Amérique et de faire de l'Amérique qu'on a actuellement une nouvelle Amérique, mais à l'ancienne, ce qui est assez drôle finalement, et c'est un peu le message qui se passe dans beaucoup de récits post-apocalyptiques, mais surtout dans celui-là, c'est que c'était sûrement mieux avant. Au niveau des dessins, j'y retrouve énormément le style de Geof Darrow, et si je parle de Geof Darrow, c'est pas pour rien, c'est parce que j'avais découvert notamment Geof Darrow sur le récit Hard Boiled, qui est un récit
post-apo également, très violent, très irrévérencieux également, et honnêtement, graphiquement, je trouve que ça y ressemble énormément, et parce que je trouvais notamment que Hard-Boiled eh bien, ressemblait énormément à tout ce qui était Terminator, Robocop, Matrix, et là, il faut savoir que eh bien, Steve Skroce, c'est le storyboarder de Matrix. Donc voilà, il y a une certaine ressemblance quand même, et dans le scénario et dans le dessin. Donc, si vous aimez les cyborgs, si vous aimez la violence, si vous aimez les cannibales, si vous aimez l'action, parce que de l'action, il y en a à gogo, très clairement, ça tabasse, ça tire, ça baise, il y a de l'IA, il y a des robots, il y a vraiment il y a de tout ce que vous pouvez aimer, c'est présent dans ce récit, et c'est ça que j'aime, c'est un autre style de récit post-apo. Ici, c'est pas des zombies, c'est d'autres choses, et honnêtement, j'ai beaucoup apprécié. Le récit se lit, franchement, je l'ai lu en 2 heures de temps, et j'ai pris un malin plaisir à le lire. J'ai beaucoup apprécié, et c'est sûrement un récit que je relirai, encore une fois, parce que j'ai kiffé, et que franchement, ça se lit comme du petit lait, pour être honnête. Donc voilà, donc j'ai beaucoup apprécié ce récit, et je ne peux que vous recommander Post-Americana. Le dernier récit dont j'ai envie de vous parler, qui n'est ni un comics ni une BD, mais plutôt un manga, mais qui est quand même édité chez Label 619, c'est Shin Zero, scénarisé par Mathieu Bablé, dessiné par Guillaume Singelin, qui nous raconte l'histoire de personnages, des jeunes losers qui vont enfiler le costume de super-héros, de Sentai, comme les Power Rangers notamment, mais des Power Rangers qui vont être ubérisés et qui vont mener des petites missions pour gagner un petit peu d'argent, et ça va de un chat bloqué dans un arbre, à faire traverser une vieille dame avec ses courses et à lui porter ses courses, ou bien à assurer la sécurité d'un magasin lors d'une promotion. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce récit, c'est à la fois le scénario et les dessins. Les dessins, on va pas trop en parler parce que c'est du noir et blanc principalement, mais la touche d'originalité, c'est que tous les costumes sont en couleur. Et j'ajouterai aussi que quand les personnages parlent entre eux, il faut savoir qu'il y a des bulles de couleurs pour savoir qui parle ou qui pense, et j'ai trouvé que c'était plutôt astucieux et ingénieux. Au niveau du style de Guillaume Singelin, qui nous avait notamment fait Frontières il y a 2 ans, que j'avais beaucoup apprécié, qui avait des dessins un petit peu chibi d'une certaine manière. Ici, on est sur des dessins qui ont le style un petit peu asiatique, mais du coup, c'est pas du tout les dessins de Frontières. Donc attention à ça. Si vous avez aimé Frontières, sachez que ce sera quelque peu différent en termes de dessin. C'est un récit que j'ai beaucoup apprécié également dans sa proposition scénaristique, parce qu'ici, on nous parle de jeunes losers qui vont endosser le costume pour gagner un petit peu d'argent. Et c'est un récit surtout qui est tranche de vie. Donc si vous vous attendiez à des super-héros qui combattent des monstres et qui ont un Megazord comme dans les Power Rangers, sachez que ce n'est pas du tout le cas, loin de là en fait. On est sur un récit tranche de vie qui va nous raconter l'histoire de ces jeunes losers qui ont tous et toutes des histoires totalement différentes. Un est là parce que, eh bien, il adore les Sentai et qu'il y voit eh bien, l'avenir et qu'il y croit qu'il y a une certaine valeur en ça. Une autre est là parce que eh bien, son enfant est placé chez sa grand-mère, elle vit juste en face et c'est une façon pour elle de gagner de l'argent. Un autre est là tout simplement pour payer une partie de ses études. Bref, c'est des personnages qui n'ont qu'en commun le fait d'être des losers principalement. Et pourtant qui vont traîner ensemble et monter un groupe pour essayer de se faire le plus de thunes et le plus de missions possible. Très sincèrement, c'est un récit qui m'a étonné dans sa proposition, dans sa narration, dans ses dessins. Et j'ai beaucoup apprécié Shin Zero. Parce que au-delà du fait de nous raconter l'histoire de ces losers, on va s'intéresser à la société, et c'est une véritable critique sociétale que nous livre Shin Zero, notamment avec l'ubérisation, le terme Uber, le fait de vouloir tout de suite rapidement,
Ça va nous parler également d'écologie, de pollution. Je vous en révèle pas trop pour ne pas vous spoiler, mais sachez que c'est un récit que j'ai beaucoup apprécié, vraiment, et qui fourmille de détails, comme le montre très bien cette plante. Voilà les 6 titres dont j'avais envie de vous parler dans cette vidéo des immanquables de janvier et de février. Ne vous offusquez surtout pas si vous ne voyez pas un titre dans cette vidéo, les immanquables, que vous avez adoré et que vous estimez être immanquable. C'est peut-être tout simplement parce que ce titre sera dans ma vidéo coup de cœur qui arrive d'ici 2 semaines. En attendant, je compte sur vous pour me dire dans les commentaires quels sont les immanquables de janvier et de février selon vous. Je suis peut-être aussi passé à côté de ce titre et je ne l'ai peut-être pas lu, donc n'hésitez pas à me le dire, ça me donnera des idées pour mes futurs achats. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, ça me soutient, ça me donne de la force pour la suite. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, de grands comics et de grandes BD impliquent de très grandes lectures. Ciao tout le monde.